Bonjour à tous, il est 13 heures, les gens commencent à se connecter. On va démarrer tranquillement cette session. Hop, je partage mon écran. Collaboration pluriprofessionnelle et outils de transmission ville-établissement. Voilà. Tout d'abord, les modalités du webinaire. Les micros et les caméras sont inactivés par défaut. Vous pouvez poser des questions sur l'onglet questions-réponses. Elles seront abordées en fin de présentation. En fin de session, un questionnaire s'ouvrira sur une enquête de satisfaction. Ce serait super si vous y répondez, ça va nous permettre de nous améliorer et de savoir quelle autre thématique nous pourrions aborder. Le webinaire sera disponible en replay dans les jours prochains, soit sur le site internet, vous avez le lien, soit sur la chaîne YouTube du RPO. Le pôle parcours périnatal accompagne les professionnels de la périnatalité à l'optimisation du parcours de la femme, du coparent et de l'enfant durant les 1000 premiers jours par la coordination, l'accompagnement et la formation. Quelques actions du pôle: sensibilisation, information des professionnels de la périnate, référentiel, celui de violence conjugale vient d'être envoyé, normalement vous avez dû le recevoir, des fiches techniques, des créations d'outils de communication et l'organisation de webinaires comme aujourd'hui, en s'appuyant sur des groupes de travail pluridisciplinaires, des actions régionales à destination des usagers avec des créations d'outils, des affiches, des dépliants, des webinaires, des actions par territoire sur l'amélioration des parcours. Vous pouvez nous inviter, nous viendrons sur votre territoire, et de la formation, notamment celle qui vient de sortir en septembre, EPNP. Nos intervenants pour aujourd'hui sont Katia Vergès, qui est sage-femme vulnérabilité addiction du CH de Béziers, Madame Laetitia Loz, sage-femme de PMI du 34, Madame Mélanie Poulain, sage-femme de coordination de la clinique Saint-Roch à Montpellier, Madame Françoise Crido, sage-femme libérale, présidente de l'URPS, et moi je suis Dominique Foissin, la sage-femme coordinatrice du RPO. Et avec la collaboration, ce webinaire s'est fait avec la collaboration de Madame Laurence Cochoyan, notre assistante de coordination, Benjamin Coppel, sage-femme coordinateur du RPO, et bien sûr Bruno Serre, notre chargé de com. Ça, c'est le plan du webinaire. Et pourquoi un webinaire collaboration et outils de transmission aujourd'hui? Ben, les objectifs du RPO sont de favoriser l'accompagnement global de la mère, du père et de l'enfant dès le début de la grossesse, favoriser la collaboration professionnelle, harmoniser les pratiques et améliorer les modalités de communication entre les professionnels. Pourquoi un webinaire aujourd'hui? Parce que nous avons créé un livret qu'on va vous présenter à la fin du webinaire avec le copil parcours du RPO, outils de transmission et de collaboration. Et je laisse la parole à Katia Vergès, donc sage-femme référente vulnérabilité addiction du CH de Béziers. À toi, Katia. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci au RPO, bien sûr. Et je voudrais aussi remercier Rafi Kojayan, qui est pédopsychiatre à Montpellier, et Corinne Chanal, qui est référente vulnérabilité addiction au RPO, pour leur aide sur ce sujet. Donc, je vais commencer juste par une précision sur le rôle de la sage-femme référente en vulnérabilité addiction. Alors, l'historique, c'est que ce sont des postes qui ont été créés en 2011 dans les maternités de l'ex-région Languedoc-Roussillon. Et donc, nous, à l'hôpital de Béziers, on avait obtenu un 30%. C'est un poste qui est rattaché à l'équipe de liaison en addictologie, mais aussi qui avait été rattaché au poste d'entretien prénatal précoce. Et aujourd'hui, en fait, moi, je suis la troisième à ce poste et c'est vraiment extrêmement identifié sur la vulnérabilité, la précarité, l'addiction, c'est-à-dire le suivi des patientes donc en grande précarité, etc., qui peuvent prendre des produits licites ou illicites et tout ce qui va être aussi les pathologies psychiatriques traitées ou non. Voilà. Et donc, deux petites remarques, c'est que jusqu'en 2020, on avait le dossier périnatal commun informatisé, qui était un outil précieux de transmission, justement, puisque il existait pour l'hôpital, mais pour la ville aussi. On a été contraint de l'abandonner à l'hôpital en 2020, juste pour une histoire d'interface, enfin, voilà, un problème d'accréditation. Mais du coup, comment faire, en fait, pour s'adapter sans dossier partagé pour les transmissions? Et une autre remarque,
remarque, c'est que dans les hôpitaux, souvent, on a accès à toute l'antériorité du dossier patient et dans les autres services. Et donc, finalement, dans les transmissions qu'on peut avoir de cela, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient? La diapo suivante. Voilà, donc quelques chiffres sur ce poste. En 2022, 170 patientes vues, dont 150 avaient des vulnérabilités psychosociales, donc grande précarité, les foyers sans revenus, sans assurance sociale, les violences intrafamiliales aussi, les troubles psychiques traités ou non, les troubles du comportement alimentaire, accouchement dans le secret. Et donc, pour 3 de ces patientes, il y avait eu des transmissions vers des médecins généralistes. Pour 130, des sages-femmes de PMI, 70 psychologue ou pédopsie, 24 patientes vers un psychiatre adulte, 54 un travailleur social et 13 vers le pédiatre en anténatal. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de transmissions. La diapo suivante, voilà. Donc, les transmissions interprofessionnelles, une petite définition, c'est vraiment un sujet d'apparence extrêmement simple. Hein. Transmission, c'est transporter. Donc, c'est un outil de communication, un moyen d'être ensemble. Évidemment, hein, se transmettre, c'est faire du lien. Mais en fait, ça demande du temps, de la rigueur, de l'attention. Et c'est un sujet vraiment complexe en périnatalité. Voilà. Et donc là, on voit la femme enceinte et le coparent au milieu. Et autour, en fait, il peut y avoir plein de choses. Donc, dans le champ obstétrical, on peut avoir le gynéco-obstétricien, la sage-femme hospitalière, la sage-femme libérale, la sage-femme de PMI, échographiste, anesthésiste. Sur le plan social, il peut y avoir une assistante sociale, éduc, TISF. Il peut y avoir l'ASE dans certaines situations déjà aussi. Dans le champ pédiatrique, le pédiatre, la puéricultrice hospitalière et la puéricultrice de PMI. Et enfin, le médecin traitant ou tous les autres spécialistes qui peuvent être là déjà, en fait, autour de la patiente ou du couple, addicto, psychiatre, psychologue, cardiologue, pneumologue, nutritionniste, infectiologue, dentiste, enfin, voilà, évidemment, c'est pas fermé. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est une diapo qui est un peu ancienne, mais c'est les recommandations de l'HAS, novembre 2005. Et franchement, pour moi, c'est une ligne de conduite. C'est si je transmets de l'information, c'est dans quel objectif et pour aider qui? Avec quelle retombée positive espérée? Est-ce que c'est approprié à la fonction du professionnel concerné? Et est-ce que l'alliance avec ce professionnel à qui je pense parler, est-ce que ça nécessite vraiment cet échange de contenu-là? Et la femme ou le couple à aider, est-il au courant de ce passage d'information? Est-ce que je peux me passer éventuellement de leur accord? Comment je vais formuler aussi la part utile de l'information? Et en fonction de tout ça, qu'est-ce que je vais garder pour moi? Et finalement, qu'est-ce que je vais transmettre? Et donc, en suivant, donc, dans chaque consultation de suite grossesse, finalement, on est aussi dans de la prévention et de l'anticipation. Donc, anticiper à partir de ce qui va être possible pour la patiente et de ce qui va être le plus adapté à sa situation. En découle des hypothèses de travail des objectifs. Et pour arriver à ces objectifs, en fait, on détermine des moyens à mettre en œuvre. Et puis après, on va voir si on a été efficace, efficient ou pas. Et donc, du coup, pour être un peu plus concrète, Madame X qui vient en consultation de grossesse, qui vient voir la sage-femme à l'hôpital, elle est à 32 semaines, elle a des contractions, elle vient de se séparer de monsieur, elle est hébergée provisoirement chez ses parents et elle doit chercher un logement avec ses 2 enfants. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on fasse une liaison vers la sage-femme de PMI pour des monitorings, on s'occupe du problème somatique, et être adressée aussi à l'assistante sociale de secteur pour être aidée dans des démarches de logement social. Donc, faire le lien à la sage-femme de PMI, ça permet de cerner un peu plus vite la problématique. Donc, on peut voir que ça peut être multiple là. Et en fait, on peut hiérarchiser et prendre le temps. Et si c'est expliqué, souvent, ça va faire sens, la démarche, et du coup, elle va être acceptée. Elle pourrait être acceptée. Et du coup, le repérage, c'est ce que je viens de dire, au préalable de l'objectif visé, donne à la transmission tout son sens au professionnel. Et si ça a du sens pour le professionnel, ça en a pour la patiente, tous les parents, et voilà. Un suivant. Du coup, les exemples d'objectifs, c'est garantir ou remettre, oui, de la continuité de l'anté au postnatal, transmettre de la sécurité aux professionnels, parce que en fait, les professionnels qui sont d'autres champs, en fait, qui sont pas du champ périnatal, ils sont souvent inquiets. Donc, ça rassure sur le suivi. Ça potentialise la réussite d'une orientation et ça informe de l'existence ou de la mise en place d'un réseau de soins ou de professionnels ressources. Évidemment, ça consolide l'anticipation.
Et puis, ben, ça valide et conforte la qualité de l'engagement des professionnels par un retour d'informations concernant le devenir des familles. C'est-à-dire qu'on apprend, en fait. C'est-à-dire par le retour, on apprend ben, déjà si ce qu'on a fait était bien, et puis ça sert pour d'autres situations. Et donc, un suivant, les règles de base, en fait. Donc, le choix du contenu de la transmission, il faut avoir un langage compréhensible d'un champ à l'autre. Ça doit aider le professionnel à mieux travailler. Ça doit optimiser normalement la rencontre entre les futurs parents et le professionnel. Et évidemment, bah, trop en dire, ça risque d'encombrer le professionnel. Et rester évasif, trop peu en dire aussi, bah, ça peut ne pas permettre une rencontre très utile finalement. Et le silence, bah, alors le silence, ça risque de laisser au hasard l'imaginaire de chaque professionnel. Donc vraiment, on voit qu'il y a une histoire de dosage. Et en suivant, du coup, il faut, c'est essayer d'écrire les peurs, les craintes, les besoins, les désirs, les attentes, le vécu des antécédents, les ressources des parents et ce qui leur semble possible, en fait, plutôt que les manques, les comportements et les faiblesses. Et en suivant, du coup, le choix du moment. Alors, du coup, bah, pas trop tôt, parce que évidemment, si on le fait très tôt, qu'on transmet trop de détails, bah, ça va modifier l'accueil et puis ça va pas forcément être super efficace. Et puis, bah, pas trop tard, évidemment, puisque la dame va accoucher. Et si c'est après 37 semaines, eh ben, ça peut mettre en difficulté puisqu'on n'aura pas fait les transmissions. Et donc, si possible, bah, quand il y a plusieurs transmissions, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut hiérarchiser même sur les orientations, ne pas tout faire en même temps parce qu'on risque de perdre la patiente et donc tout n'est pas toujours urgent. Et en suivant, du coup, la transparence, ben, dans le meilleur des cas, transmettre avec eux, devant eux, par exemple par téléphone, mail ou une lettre écrite ensemble. Et en fait, quand on écrit ou on dit quelque chose, il faut imaginer que les parents pourraient lire ou entendre ce qu'on dit à leur sujet. Et en suivant, bah, quand est-ce qu'on peut transgresser cette règle de transparence? Évidemment, lorsque l'enfant est en danger, lorsque la mère est en danger, lorsqu'il s'agit d'assurer notre propre sécurité, et entre professionnels, mais du même champ d'intervention et de la même institution. Et ça, c'est repris dans la charte sur le staff aussi, dont on vous parlera tout à l'heure. Et en suivant, du coup, les effets observés ben, en termes de confiance au système de soins aident à l'instauration de la relation de confiance. En termes de formation, retour d'information, savoir sur le champ d'intervention de nos partenaires, on apprend énormément aussi. Hein, comme ça, on apprend à travailler aussi comme ça, en fait. Et l'effet pour certaines familles carencées en termes de mobilisation et de reconstruction psychique, ça, c'est le pédopsychiatre Rafik Ojayan qui nous en parlait. C'est vrai que je pense à une patiente, Joséphine, qui avait un parcours d'abandon, de placement après avec des produits de la violence, et qui était repassée avec son bébé et qui avait verbalisé que c'est la première fois qu'il y avait des gens qui se mobilisaient en fait autour d'elle. Elle avait vraiment éprouvé ça. Et en suivant, du coup, donc quels écueils possibles? Eh bien, soi-même, hein, si on n'est pas clair pour la patiente ou si on va trop vite. Les divergences d'avis, bah oui, ça arrive. Les professionnels cloisonnés, la discontinuée ville-hôpital, mais aussi anté et postnatal, on sent parfois. La superposition d'actions, parce que pluridisciplinarité, ça ne veut pas toujours dire interdisciplinarité si chacun on reste dans notre coin. Le morcellement des prises en charge, l'insécurité des professionnels, évidemment, et puis attention à la sécurité de la confidentialité, à l'intégrité des données médicales, évidemment. Et du coup, les outils, eh ben, donc, l'entretien prénatal précoce ou l'entretien postnatal, avec la feuille de synthèse du RPO, les liaisons PMI, la fiche de liaison intra-extra, alors la feuille de transmission aux équipes, moi, vraiment, je m'en sers énormément. Euh, mais on va le voir après, le staff, les staffs de parentalité, et puis évidemment, téléphone, mail, les dossiers informatisés partagés, ça serait super. Les visioconférences, la télé-expertise, et puis dans les trois petits points, j'ai presque envie de rajouter la créativité de chacun. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Katia. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas dans le chat, on y répondra à la fin. Donc, on retient le risque de, si on est des professionnels cloisonnés, de ne pas améliorer la cohérence du parcours. Et vraiment, c'est transmettre, hiérarchiser et être transparent surtout auprès des parents. Donc, on va voir maintenant, si ça te va, si j'ai bien résumé, une expérience de collaboration avec Mélanie Poulain, coordinatrice à la clinique Saint-Roch. Oui, je l'ai dit. Bonjour.
Bonjour à tous, merci au RPO de m'avoir invité et donc on m'a demandé de vous faire une petite présentation sur ce qu'on avait mis nous en place sur Saint-Roch pour améliorer le lien entre la maternité et la ville. Vaste sujet, pas facile, mais sur lequel on a de cesse de s'améliorer. Donc, les objectifs du projet, c'est évidemment d'améliorer les prises en charge des patientes en assurant une meilleure continuité des soins et puis de réussir à faire quelque chose de facile, un lien fluide et facile. Le tout, bien sûr, en respectant les recommandations de l'HAS. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? Ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille avec l'équipe sur ce projet-là. On a plusieurs moyens. Déjà, ouvrir l'établissement, ouvrir nos portes, communiquer avec la ville. Donc, on a fait des portes ouvertes. Moi, je vous détaillerai un petit peu plus ça, mais voilà, faire en sorte que ce soit beaucoup plus ouvert sur l'extérieur et puis développer des outils de communication. Et après, sur site, mettre en place des organisations pour les patientes, pour leur accueil et pour les informer, et puis aussi pour améliorer les transmissions de ce qu'on va faire avec les professionnels de ville sur nos prises en charge. Je reviendrai après rapidement en fin de présentation sur les retours de ce projet. Voilà. Donc, en suivant. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour communiquer un petit peu entre l'établissement et la ville? Alors, déjà, on a mis en place des événements en collaboration également, bien sûr, avec Clémenville qui fait partie du groupe. Donc, on a mis en place des rencontres avec les sages-femmes libérales en 2022 et en 2023 sur Clémenville, en présentiel ou en visio. Tous les ans, ça fait faire 4 ans, on fait les journées doc pédiatriques qui sont ouvertes aux sages-femmes libérales, aux pédiatres ou aux généralistes. On va recommencer là bientôt. Alors à chaque fois, c'est un moment différent dans l'année. On a fait la rentrée doc pédiatrie, on a fait les vœux doc pédiatrie. Là, je pense qu'on va plutôt faire en novembre autour d'Halloween. Et puis, on a fait aussi des portes ouvertes pour les sages-femmes libérales cette année. Et c'est quelque chose qu'on aimerait réitérer tous les ans. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'elles viennent nous voir, voilà, on leur montre un peu nos pratiques et puis on leur fait visiter l'établissement. Et puis c'est un moment d'échange. Voilà, c'est important. Suite à ces portes ouvertes, on a mis en place des flyers qu'on a envoyés de manière dématérialisée et puis qu'on a aussi imprimés, envoyés dans les cabinets pour nous joindre avec tous les numéros utiles sur Clémenville et sur Saint-Roch pour que ce soit facile avec les cadres, avec les médecins de garde, avec les numéros des professionnels dans les services. Voilà, pour faciliter la communication. Donc, en anténatal, ça fait depuis février 2023, on s'est rendu compte en fait sur l'établissement qu'on faisait plein de choses, qu'on avait du mal à communiquer, certes avec la ville, mais aussi avec nos patientes. Donc, on a mis en place une préinscription. En fait, pour ainsi dire, on l'avait déjà mis en place avant le Covid, mais ça a pu durer peu de temps du fait du Covid. Donc voilà, on l'a remis en place en février 2023 avec une personne dédiée qu'on a formée, qui a passé une semaine en immersion en maternité, voilà, qui a vu les ateliers de l'espace bien-être, qui a compris notre circuit dans la maternité, qui a compris le circuit de la patiente vulnérable, etc. Et qui va faire les préadmissions, les préinscriptions donc des patientes au 4e mois et elle va aussi s'occuper de tout ce qui est CPA. C'est-à-dire que les patientes qui viennent en CPA 8e mois vont déjà avoir un lien avec cette personne qui a été dédiée. Elle va également, donc elle a un bureau dédié, elle a aussi une ligne téléphonique dédiée et c'est elle qui va recevoir tous les appels qu'on peut avoir au sein d'établissements qui concernent la maternité. Voilà, et les mails, bon, il y a plusieurs voies où les patients envoient des mails des fois aux établissements de santé, secrétariat de direction, etc. Donc ça va lui revenir à elle et elle va voilà, elle va favoriser le lien avec les patients. On a communiqué cette procédure avec les réseaux sociaux, on a placé des affiches dans tous les cabinets médicaux des gynécologues avec lesquels on travaille et puis sur notre site internet. Voilà, l'idée c'est vraiment d'informer et de pouvoir voilà, communiquer mieux avec nos patientes. Voilà pour la préinscription.
Donc, lors de ce rendez-vous, en présentant l'offre de soins en maternité, je voulais bien expliquer la salle nature, l'espace bien-être, la visite de la maternité, comment ça se passe, les différents types de séjours qu'on peut avoir au niveau de l'hôtellerie, le site internet. On fait bien évidemment l'inscription administrative, ce qui nous permet d'avoir un dossier unique. Donc, à chaque fois que la patiente revient, le dossier est déjà là. Et alors, on leur donne aussi le PP, le document qui a été fait par le RPO, qu'on a floqué avec notre logo. Alors, la secrétaire, c'est pas une soignante, hein. Elle n'est pas là pour donner des informations médicales ou pour en récolter. Par contre, elle est capable d'expliquer ce qu'est un EPP et elle explique à la patiente c'est quoi le PP, pourquoi est-ce qu'il est important et pourquoi est-ce qu'il faut aller voir de manière précoce une sage-femme en libéral avec ce document-là. Donc l'idée pour nous, c'était aussi, en délivrant ce document, d'avoir espoir qu'on ait le feedback quand la patiente arrive en salle de naissance qui soit rempli par la sage-femme libérale. On n'oriente sur aucune sage-femme en particulier. À chaque fois, on dit de regarder sur Internet les sages-femmes de proximité par rapport au logement de la maman. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a mis en place pendant le séjour? Pendant le séjour, bon, voilà, on prend en charge la patiente, il n'y a pas de souci. Là où on avait le plus de difficultés, c'était au moment de la sortie de la dame. Donc, il y a des choses qui sont importantes à transmettre aux praticiens de ville. D'une, pour la prise en charge de la patiente, et puis deux, il faut aussi, voilà, respecter les recommandations de l'HAS. Donc, on a mis en place ces pochettes. Donc, ces pochettes, on va mettre à l'intérieur les bilans sanguins, les résultats d'examen, la carte de coupe, la lettre de liaison de sortie du médecin, le compte-rendu opératoire s'il y a une césarienne, l'ordonnance de sortie, et puis autres résultats d'examen éventuels si la patiente a eu des examens d'imagerie, par exemple. Hein. Donc, cette enveloppe, on la remet en main propre à la patiente qui part. Donc, elle est constituée par notre secrétaire à J2 en amont. La sage-femme, quand elle sait que la patiente va sortir, va prendre son enveloppe, faire le point sur la situation de la dame, regarder avec les transmissions qu'elle a, l'examen qu'elle va faire, etc. Elle va remplir sur notre logiciel informatique toutes les données relatives à la sortie, à l'état de la patiente, au traitement qu'elle a eu, etc. Et donc, elle va éditer les documents pour les mettre dans la pochette. La patiente va sortir avec cette pochette qu'on doit lui avoir expliquée et elle doit la remettre. Alors, on a mis en plus que l'enveloppe était à remettre à votre sage-femme libérale puisque généralement, c'est eux qui font le lien. Voilà, ça peut aussi être le médecin généraliste, bien sûr. Donc, concernant la lettre de liaison de sortie, vaste sujet là aussi, c'est pas simple parce que certes, on doit assurer la lettre de liaison, mais dans la pratique, c'est pas toujours évident de la mettre en place et qu'elle soit exhaustive et pertinente. C'est pas si simple. Donc, on a travaillé sur une lettre de liaison de sortie qui va faire de l'extraction de données depuis notre dossier informatisé. Alors, HM, c'est Hospital Manager, c'est le logiciel qu'on a sur Saint-Roch. Donc, on a repris tous les critères de l'HAS, hein, il y en a 15, et on a travaillé sur notre logiciel avec de l'extraction de données, et ça donne à peu près le document là que je vous ai mis sur la droite, hein, où figure le médecin traitant, la date d'entrée, la date de sortie, le nom du médecin responsable à l'accouchement, le nom du médecin responsable de la patiente, l'état de l'enfant, les modalités d'accouchement, de la délivrance, le périnée, le séjour, les traitements, l'allaitement, etc. Donc ça, on l'a mis en place récemment, hein, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus, mais là, on l'a vraiment mis en place il y a un mois à peu près. Et en pièces jointes de cette lettre de sortie figurent les examens biologiques qui ont été réalisés pendant le séjour et le listing des traitements de sortie. Cette lettre doit être remise en main propre à la patiente. Au moment de la sortie également, s'il y a une sortie précoce, hein, c'est-à-dire avant 72 heures pour une césarienne et avant 48 heures pour une voix basse, on va appeler systématiquement la sage-femme libérale, hein, puisque dans ces cas-là,
L'idée, c'est que la sage-femme libérale puisse aller voir la patiente à Gien le lendemain de sa sortie. Dans cette pochette également, ça c'est nouveau, ça date de cette semaine aussi, hein, donc que de nouveautés. On a mis en place le document de l'EPNP cette fois, hein, l'examen postnatal précoce. Donc de la même manière qu'au moment de la préadmission, on met l'EPP, et bien dans cette pochette sortie, on donne l'EPNP afin que la patiente la délivre à sa sage-femme et qu'elle puisse avoir un support sur lequel s'appuyer. Et donc, de la même manière, on a pris le document fait par le RPO parce que tout simplement, il est bien fait. Et puis, comme ça, on uniformise un petit peu avec les autres établissements éventuels, hein, s'ils l'utilisent en ayant floqué avec notre logo. Voilà notre pochette sortie pour favoriser le lien. Donc, en conclusion, c'est quand même si c'est en place, c'est quand même des choses qui sont assez récentes. Donc, on n'a pas encore réellement d'évaluation, hein. Donc, l'idée que j'aimerais, c'est à distance sonder les sages-femmes libérales pour avoir un petit peu leur vécu de cette pochette, de l'EPNP, de l'EPP également, hein. On pourrait aussi envisager d'envoyer des questionnaires aux patientes pour voir un petit peu comment elles ont ressenti. Alors elles, on va pas leur demander comment elles ont ressenti la pochette maternité, c'est pas ça qui va les intéresser, ça va être plutôt comment elles ont ressenti le lien avec leur sage-femme après leur séjour. C'est-à-dire est-ce qu'elles ont eu le sentiment que les transmissions ont été réalisées? C'est toujours assez déstabilisant et mal vécu de la part des patientes quand elles quittent la maternité, qu'elles ont fait une hémorragie et que dans un courrier ou dans aucun courrier ne figure cet élément-là, c'est jamais très très bien vécu parce qu'on ne reconnaît pas les difficultés qu'elles ont pu avoir. Donc voilà, donc je pense que ce serait intéressant de faire un sondage des patientes. C'est assez simple à faire d'ailleurs puisqu'on a on a leur adresse mail, on pourrait envoyer un petit questionnaire. Sur place, moi, je pense que je vais pas tarder là, à faire un petit audit pour voir le nombre de PP qui figurent dans les dossiers médicaux lors de l'arrivée des patientes en salle de naissance. Hein, on a toujours notre dossier Audipoc, nous, parce qu'on travaille toujours avec le dossier Audipoc sur le suivi de grossesse. Donc voilà, est-ce qu'il y figure ou pas, le PP? Est-ce qu'on a un retour? Dans les perspectives, on a pour souhait de mettre le document là que je vous ai mis à droite, qu'on a fait sur Saint-Roch. Alors, je ne vous cache pas qu'on l'a fait avant de savoir que le vertigo l'avait également fait. Donc, on avait travaillé un petit texte avec les équipes. Voilà, l'idée, c'était que lors de la préinscription au 4e mois, ce document fasse partie des documents délivrés à la patiente et que la secrétaire explique ce qu'est un projet de naissance et voilà, explique à la patiente que si elle le souhaite, elle peut verbaliser ses souhaits. C'est un sujet qui est un petit peu je dirais sensible pour les équipes parce qu'à une époque, il n'y avait pas de projet de naissance. Après, il y a quelques patientes qui ont fait des projets de naissance plus ou moins personnalisés parce qu'il y avait beaucoup d'inspiration sur Internet. C'est la raison pour laquelle on a travaillé ce petit texte en bas. Je ne sais pas si vous le voyez, hein. Voilà, en mettant des garde-fous, c'est-à-dire vous avez vos souhaits. C'est important pour nous de les connaître et on verra dans quelle mesure ils sont réalisables en fonction de votre situation. Voilà. Donc ça, c'est la première perspective. Et puis la deuxième, c'est de poursuivre les portes ouvertes, comme je disais tout à l'heure, avec les sages-femmes libérales. Donc je pensais tous les ans, mais voilà, à voir en fonction de leur disponibilité et de nos possibilités également. Voilà un petit peu ce qu'on a mis en place sur l'établissement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mélanie. Merci pour ce beau retour de collaboration ville-hôpital. On peut retenir les journées portes ouvertes, des outils de communication vers les cabinets libéraux, une pochette du lien vers les professionnels de ville, mais aussi des outils à destination des patientes et des professionnels de ville. Voilà. Et la préinscription qui finalement n'est pas qu'une préinscription administrative, mais qui donne beaucoup déjà d'informations à la patiente sur ce qui existe en intra, mais aussi le besoin de communiquer, d'avoir une sage-femme libérale et de la communication que vous faites avec les sages-femmes libérales. Je vois qu'il y a deux participants qui ont levé la main.
Il faut rentrer vraiment dans le chat, vous rentrez les questions-réponses et on répondra à la fin. Et maintenant, on va laisser la parole à Laetitia Loz, sage-femme de PMI du 34. Laetitia, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci au RPO de m'avoir conviée. Pour commencer, je vais juste préciser un petit peu le mode d'intervention au niveau de la PMI dans l'Hérault. Donc PMI, protection maternelle et infantile, hein, il y a un service du département. Quelques chiffres pour l'Hérault, donc 23 sages-femmes de secteur, une sage-femme relais donc pour remplacer les sages-femmes qui sont en arrêt. 2 sages-femmes de liaison qui circulent sur les maternités, qu'elles soient publiques ou privées, donc passage hebdomadaire, voire pluri-hebdomadaire sur certains centres. Elles passent donc dans les services, que ce soit en consultation, en suite de couche, sur les grossesses patho. Elles vont rencontrer les patientes qui le souhaitent. Elles peuvent présenter les services de la PMI et faire le lien avec les équipes et donc récupérer les liaisons qui sont formalisées au format papier. Donc l'année dernière, il y a eu 1066 liaisons sur le département de l'Hérault. Donc les transmissions pour les sages-femmes de PMI, bon, c'est valable dans beaucoup de milieux, mais les transmissions, c'est vraiment un élément central dans notre travail. On va être à la jonction de professionnels qui sont dans des secteurs très différents. Les sages-femmes de PMI vont être aussi amenées à pratiquer le suivi du suivi, c'est-à-dire accompagner les patientes et les soutenir pour qu'elles aient un suivi de grossesse qui soit correct. Donc, ça va être leur rappeler les rendez-vous, notamment pour les patientes qui ne parlent pas français ou qui ne maîtrisent pas la lecture. Ça peut être même jusqu'à faire des accompagnements physiques ou organiser des transports pour les patientes qui ne sont pas en capacité. Donc ça va demander de s'articuler avec tous les services de soins et les professionnels qui vont graviter autour de la patiente. Donc là, ça rejoint ce qu'a pu dire Katia tout à l'heure, hein. Les professionnels, ils sont très variés, que ce soit les professionnels du champ obstétrical, les gynécologues, les sages-femmes libérales ou hospitalières, les professionnels du champ psychologique, donc que ce soit les psychologues ou les psychiatres parfois. Dans le champ de l'addiction aussi, les addictologues et les associations qui accompagnent des personnes qui souffrent de ces difficultés, les médecins traitants et spécialistes, et plus particulièrement les professionnels du champ social. Donc, dans l'Hérault, on partage les locaux avec les professionnels du champ social. On se réunit régulièrement. Après, on a quand même des activités qui divergent, mais on peut se réunir donc avec les assistantes sociales, les éducateurs. On va être en lien aussi avec les aides à domicile, que ce soit pour la mise en place des aides ménagères ou des TISF, et avec des associations, donc notamment contre la lutte faite aux violences, la lutte contre les violences faites aux femmes, et aussi les associations qui vont pouvoir soulager les parents qui sont en difficulté concernant le mode de garde, qui ont besoin un petit peu de souffler, donc par exemple le relais des lilas. La positive suivante, s'il vous plaît. En préambule, pour une bonne transmission, il faut vraiment avoir réussi à établir un lien de confiance avec la patiente, le couple. Ça me semble vraiment essentiel. Bien connaître les acteurs de son territoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important, c'est de même pouvoir rencontrer physiquement les professionnels avec qui on travaille. Je trouve que quand on s'est rencontrés, on va pouvoir échanger vraiment plus tard par mail, par téléphone, etc., plus aisément, on va être plus serein. Et je pense que pour les patientes, ça se ressent si elles voient que nous-mêmes, on est en bon lien avec les professionnels vers qui on va orienter. Et en dernier lieu, la transparence. Donc, comme pouvait le dire Katia, c'est bien de pouvoir faire lire les écrits qu'on va transmettre ou carrément passer le coup de fil en présence de la patiente. Et bien sûr, on va se soustraire à cette transparence en cas de danger avéré pour la mère ou l'enfant à naître. Le mode de communication, l'appel téléphonique, c'est vrai que c'est la facilité. La rencontre physique quand on le peut, les SMS avec... voilà, il y a Spico qui arrive, mais sinon, en attendant, on bricole pour garder l'anonymat des patientes, mais arriver quand même à se faire comprendre. Les messageries sécurisées, ça, depuis peu, on a des transmissions avec notamment l'hôpital de Béziers par messagerie sécurisée. Et c'est vrai que c'est vraiment très confortable, notamment pour les comptes rendus de staff, etc. Ça aide beaucoup. Et ensuite, les staffs qui nous permettent de nous rencontrer. Et donc, sur l'hôpital de Béziers, on a un staff par mois de périnatalité
qui permet à tous les professionnels de se voir en direct et d'échanger sur les situations. Diapositive suivante, merci. Je vais vous présenter un cas clinique, une patiente, Madame M, âgée de 42 ans, une cinquième part. Elle m'avait été orientée par une liaison de la maternité suite à l'entretien prénatal qu'avait fait Katia. On retrouvait dans les antécédents de la patiente des violences dans son couple, physiques par le passé et à présent des persistances de violences verbales. Un enfant lourdement handicapé des suites d'une épilepsie lourde, scolarisé en IME, et la maman avait le statut d'aidant familial. Et on retrouvait un isolement puisque toute sa famille était en Corse, donc elle était seule sur Béziers. Au cours de la grossesse, j'ai pu me rendre cette fois à domicile. Au cours de ces visites, on a travaillé sur plusieurs thèmes et effectivement, on a priorisé un petit peu, donc tout ne s'est pas fait en même temps et il a fallu aussi le temps que la patiente chemine et puisse parfois se saisir des orientations qui étaient nécessaires, enfin, que j'ai jugées nécessaires. Donc, l'orientation vers la psychologue, bon, ça n'a pas abouti. En tout cas, pas pendant la grossesse, elle n'a pas souhaité la rencontrer. J'ai pu faire un travail en arrière-fond avec la psycho pour avoir un peu son avis, mais Madame n'était pas prête à la rencontrer au cours de la grossesse. Une orientation vers une association pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle n'était pas prête non plus pendant la grossesse. En cours de grossesse, on a pu mettre en place une aide ménagère. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'au début, elle n'avait pas trop envie qu'il y ait des interventions à son domicile. Et puis, au bout d'un moment, elle a appelé à l'aide. Et le fait qu'elle sache que ça existait, bah aussi, ça lui a permis de le demander. Et en fin de grossesse, carrément la mise en place d'une travailleuse familiale et dont Madame s'est bien saisie. Et donc, c'était il y a plus de 6 mois. Et là, la travailleuse intervient toujours au domicile. À la demande de Madame, je l'ai remise en lien avec son assistante sociale de secteur, puisqu'elle était déjà suivie, mais je ne l'avais pas rencontrée depuis un moment. Et il y avait des demandes, notamment par rapport à la prise en charge de son enfant pendant la grossesse, puisqu'elle elle a eu une grossesse pathologique et elle ne pouvait plus aider son enfant comme elle le faisait d'ordinaire. Donc, il y a eu du relais qui a été mis en place avec l'aide de l'assistante sociale, qui s'est mis aussi en lien avec l'IME, et une visite commune en anténatal avec la puéricultrice pour qu'elle puisse la rencontrer et créer déjà du lien avec elle pour le postnatal. Tout au long donc, de ces visites et de ces rencontres, j'avais des échanges réguliers avec la sage-femme référente des vulnérabilités, donc Katia, par mail, par téléphone ou lors des staffs mensuels. Diapositive suivante. Donc, Madame M, suite à son accouchement qui s'est très bien passé, le retour à la maison était un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut changer de diapositive, s'il vous plaît? Merci. Attends, on va le faire. Voilà. Merci. Donc, dans le postnatal, j'ai pu pratiquer l'entretien postnatal. J'ai retrouvé un score à l'EPDS qui était à 26, donc Édimbourg postnatal dépression syndrome. Le questionnaire, autoquestionnaire, normalement, au-delà de 11, on considère qu'il y a un risque important de dépression postnatale. Par chance, cette maman ne présentait pas d'idées suicidaires, mais le fait de verbaliser ça et qu'elle puisse voir ce chiffre, elle a pu accepter l'orientation vers un psychologue de périnatalité. Donc, j'ai pu appeler la psychologue en la présence de la patiente. Et donc, le suivi a pu se mettre en place. J'ai pu faire le lien avec Katia, donc la sage-femme pour référente des vulnérabilités, avant qu'elle revoie Madame pour la consultation postnatale. Un lien avec la TISF qui était déjà en place et qui, du coup, a pu soutenir Madame pour l'accompagner notamment au rendez-vous. Et un lien avec la puéricultrice et l'assistante sociale qui allait être amenée à revoir Madame dans cette période. Lors du deuxième entretien postnatal, Madame avait pu donc voir la psychologue. Elle avait été orientée par la psychologue de périnatalité vers le service qui gère les violences intrafamiliales au sein de l'hôpital de Béziers, l'espace Delphine, où intervient également une psychologue qui a accompagné aussi Madame. Et puis, elle avait pu cheminer, discuter avec l'assistante sociale et commencer à se décider à quitter le domicile et à quitter le conjoint violent. Et la TISF a pu me faire un retour qu'elle trouvait que l'évolution de Madame au niveau moral était bonne et qu'au domicile, ça se passait mieux, notamment avec le bébé. Voilà, donc ce cas clinique, je trouve, illustre bien la nécessité de vraiment travailler en réseau avec des partenaires multiples et ce pour le bien-être des patientes et puis les aider à aller vers le mieux.
Je vous remercie. Merci Laetitia. Je crois que tu as bien résumé mieux que je ne le ferai. Moi, j'avais noté en élément central, c'est la transmission, la transparence auprès des usagers, enfin, des familles, hein, de la femme et du coparent, et la priorisation aussi. Des fois, c'est pas le temps de la mère, mais ça peut être ce qui vous semble peut-être urgent. Ce qui nous semble peut-être urgent n'est pas le temps parental, et il faut savoir respecter aussi ce temps. Voilà. On va laisser la parole à Françoise. Hop. Donc, c'est la sage-femme libérale, présidente de l'URPS Sage-Femme. Bonjour tout le monde. Donc, merci de me donner la parole. Alors, la problématique du premier recours, ben, c'est quand même donc la coordination des parcours de santé de grossesse passe par les staffs de parentalité et par la communication. Et le souci que nous avons quand même en premier recours, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de temps dédié et valorisé pour ce travail, pour les libéraux. Alors, le nouvel avenant, j'espère, va nous donner, est un petit pas vers la valorisation de ce travail, même si effectivement, ce n'est pas satisfaisant en termes, je dirais, de rémunération, mais il n'y a pas que ce problème-là. Donc, ce nouvel avenant avec cette cotation de la sage-femme parcours, voilà. Donc, on va se mettre au travail aussi avec le RPO pour voir comment on peut le valoriser, comment on peut l'utiliser au mieux. Voilà, parce que ça nous paraît important voilà, que vraiment ça aide à la coordination. Mais malgré tout, la transmission, elle fait partie de nos obligations. Voilà. Et effectivement, ce qui va pouvoir nous aider, va pas régler tous nos problèmes, mais on espère va en régler quelques-uns, ça va être le numérique en santé. Et on espère qu'il va être en capacité de nous fabriquer un outil efficace et simple. Voilà. Donc, le numérique, ça représente un levier majeur aujourd'hui pour fluidifier et sécuriser les échanges d'informations. Alors, ce n'est pas le miracle qui va tout faire, mais en attendant, je pense qu'on n'a pas le choix. Je suis la première à détester ça, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Voilà. Donc l'ARS, avec le GRADE, nous avait financé un webinaire pour nous présenter en fait la e-santé, l'accompagnement de nos patientes à destination des sages-femmes d'Occitanie. Je vous ai remis le lien, il est toujours disponible. Voilà. Et pour les informations complémentaires, je vous ai mis aussi le lien du site où vous pouvez contacter voilà, les gens qui sont en capacité de nous aider. Voilà, c'est vraiment, je crois qu'il faut vraiment qu'on y travaille tous ensemble parce que sans outils simples, efficaces et utiles, ça restera compliqué. Voilà. Et donc, si vous avez besoin d'être accompagné sur la messagerie sécurisée de santé, eh bien, vous avez le service. L'Aurore et les annuaires de ressources, ça, c'est l'annuaire qui recense tous les professionnels de santé avec les numéros RPPS. Voilà. Et les projets de télémédecine, voilà, vous avez tout qui est là. Et puis, l'outil de coordination, alors normalement, c'est SPICO, enfin, c'est pas normalement. L'outil de coordination en Occitanie qui est financé par l'ARS et par le GRADE, c'est SPICO. Alors, il est bien, il n'est pas bien, je ne sais pas. En tout cas, si on n'utilise pas tous le même, ça va être compliqué. Voilà, donc il va se développer. Le souci aussi, c'est qu'on est nombreux les professionnels à être. Alors, je ne fais pas l'apologie du grade, hein, mais je crois qu'il faut aussi comprendre, parce qu'on est souvent très en colère après eux, parce qu'on les trouve lents, pas rapides et pas efficaces. Ils n'ont pas les moyens qu'ont les opérateurs du privé pour se développer. Voilà, et ça, il faut vraiment en tenir compte. Et en attendant, ça reste quand même l'outil central qui est financé par l'ARS pour essayer qu'il y ait de la cohérence dans nos outils de communication. Donc, il est fondamental de faire avec eux. Voilà. Et donc, on est en train de travailler sur un outil numérique pour le parcours périnatal. Alors, l'URPS Sage-Femme PACA avait développé un formulaire grossesse physiologique en collaboration avec le GRADE. Voilà, ce projet, en fait, il a du mal à progresser parce qu'on leur demande de le déployer à moyen constant. Et ensuite, il a été travaillé sans collaboration avec le réseau périnatal, ce qui me paraît quand même fort dommage. Donc, ici en Occitanie, on a essayé de faire différemment et on essaye de travailler l'URPS Sage-Femme, le RPO, le GRADE et je vais dire en cascade en dessous, il y a l'URPS médecin. Nous avons la chance d'avoir un président du RPS médecin sur cette mandature
qui est ouvert à la périnatalité et avec qui j'arrive à avoir beaucoup de communication. Du coup, on arrive aussi à avoir des relais avec l'URPS médecin pour tout ce qui est premier recours et médecine de ville. Voilà. Et cet outil, ben, il intégrera les formulaires qui vont vous être présentés en fin du webinaire. Voilà. Et donc, le sujet du moment, c'est la téléexpertise asynchrone. Voilà. Alors, la téléexpertise asynchrone, c'est un outil qui permet en fait de requérir quelqu'un, de poser une question et d'avoir des experts qui nous répondent. Voilà. Et le GRAD est en train de travailler là-dessus. Et notamment, on a été interroger les professionnels de santé sur nos besoins. Voilà. Et pour financer des groupes d'experts sur un logiciel de téléexpertise régionale. On a un groupe de travail qui démarre le 10 octobre avec une diversité de professionnels de soins. Alors, l'outil de téléexpertise qui a été choisi par les CHU de la région et par un certain nombre d'établissements, c'est OmniDoc. Voilà. Donc, à partir du moment où les CHU sont sur OmniDoc, où il y a quand même un certain nombre d'autres établissements qui y sont, je crois qu'il va être raisonnable que nous continuions tous, enfin, je ne veux obliger personne, mais il faut qu'on reste sur le même, parce que sinon, s'il faut chaque fois chercher sur quel outil on va contacter telle personne, ça ne nous aidera pas à être fluide. Voilà, je crois que j'ai fini. Voilà, je vous remercie, et puis ben, l'avenir est ouvert. Merci. On voit que l'URPS Sage-Femme est dynamique, travaille avec le GRAD sur des outils numériques. C'est long, c'est lent. On aimerait que ça aille plus vite. Eh ben, il y a nos vieilles fiches papier qui peuvent, comme à Saint-Roch peut-être aussi, en attendant une solution plus rapide, continuer à vivre. Donc, ce webinaire, c'était aussi pour présenter le livret qui a été fait vraiment avec un groupe de travail pluriprofessionnel de la région. Vous pouvez, si vous voulez, participer à ce groupe de travail, à ce copie le parcours. Et on a fait pas mal d'outils. On a fait l'affiche, on a des affiches à destination des patientes que vous pouvez télécharger, l'affiche entretien prénatal précoce, le guide de remplissage de l'EPP, la feuille de transmission de l'EPP, une feuille de transmission maternité qui n'est pas celle de l'EPP, mais qui peut vous donner aussi un lien du libéral vers la maternité avec des informations pour la prise en charge au moment de la naissance, ou l'introduction sur le repérage des facteurs indicateurs de vulnérabilité avec les principaux facteurs de vulnérabilité en rappel, que vous pouvez aussi télécharger et imprimer. La charte de fonctionnement du staff, on avait collaboré avec l'ARS l'année dernière pour l'amélioration, dans le cadre d'un appel à projet sur l'amélioration des staffs médico-psychosociaux. On aurait aimé que ça s'appelle plus staff de périnatalité, mais bon, voilà. Et certaines, comme l'a dit Katia, en Occitanie, il y a beaucoup de sages-femmes, vulnérabilité, addiction, qui sont dans le cadre de l'ELSA. Ces appels à projets qui vont redémarrer, je pense, cette année sur toute la région, vont permettre à certains établissements d'avoir du temps un peu plus dédié à des sages-femmes vulnérabilité intra-établissement, qui a un rouage important dans les transmissions et la collaboration ville-hôpital. Il y a un flyer staff qui a été fait qui permet d'expliquer à la patiente qu'est-ce qu'un staff, pourquoi on a besoin à un moment donné de dire à la patiente, moi je ne peux plus travailler toute seule, j'ai besoin de l'aide de mes collègues, j'ai besoin d'autres avis et je vous propose de partager vos besoins avec le staff de périnatalité. Il y a la feuille de demande du staff, la fiche de l'entretien postnatal, le guide de remplissage de l'entretien postnatal et les feuilles de transmission à l'EPNP. Donc, voilà, le livret, par exemple, la fiche de transmission EPP, vous pouvez télécharger le document en version numérique ou en version PDF interactif, c'est-à-dire que sur votre ordinateur, vous pouvez le remplir et après le transmettre par mail, par Medimail, par messagerie sécurisée si vous voulez. Ou alors, si vous êtes
une sage-femme libérale autour de la clinique Saint-Roch, vous l'aurez dans le dossier de la patiente, dans le livret patiente. Voilà. Il y a le petit descriptif du document. Et ce livret, il est disponible sur la page Parcours périnatal du site RPO. Voilà, vous pouvez cliquer pour télécharger le livret. Voilà, et vous pouvez aussi télécharger chaque document. Voilà, maintenant on va passer à vos questions. J'arrête le partage et on a 6 questions. Je vais essayer d'ouvrir. Voilà. Voilà. On a Muriel Bolano qui nous dit la suppression des dossiers communs informatisés est un réel problème. Ça, on n'y peut rien. C'est vrai que c'était quelque chose qui existait en Languedoc-Roussillon, qui n'existait pas en Occitanie-Ouest. Et je crois que ça s'est arrêté, faute de financement de la part des acteurs principaux. Là, je ne peux pas dire grand-chose. Pourquoi pas de collaboration avec les sages-femmes de PMI? Vous voulez que je réponde? Alors, je ne sais pas à quel moment ça a été fait. Oui, vas-y, réponds, Mélanie. En tout cas, parce que je pense que c'était suite à ma présentation, mais peut-être pas, elle nous le dira. En fait, moi, la présentation que j'ai faite sur les sages-femmes de ville, peu importe qu'il s'agisse d'une sage-femme de libérale ou une sage-femme de PMI, c'est pas la question. Des fois, effectivement, les patients sont suivis par des sages-femmes de PMI. Pour moi, c'est la même chose. Ça reste la sage-femme qui va suivre la patiente au domicile et qui a besoin des transmissions. C'est vrai qu'on a mis sage-femme libérale. Voilà, pour moi, c'est exactement la même chose. Quel que soit le statut. Après, nous, c'est vrai que on travaille collaborativement avec les praticiens de PMI parce qu'on a toujours la sage-femme et puis la puéricultrice des liaisons hospitalières que je vois toutes les semaines dans le service. Donc, voilà, la communication avec elle, en tout cas avec ces professionnels de liaison, est très facile. On s'appelle très très facilement. C'est pas, elles font le lien avec les professionnels en aval. Bien sûr, c'est pas moi qui vais appeler directement les sages-femmes de PMI. Mais enfin voilà. En tout cas, moi, peu importe qu'il s'agisse de sage-femme de PMI ou de sage-femme de libérale, c'est la même chose. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, je pense que c'était ça, mais les participants ne peuvent pas interagir, donc ils ne peuvent qu'écrire. Voilà. Donc après, il y a la demande, peut-on avoir les flyers de Saint-Roch avec les contacts SVP? Nouvelle dans la région, je ne sais pas où trouver les papiers de PP et de PNP. Ça y est, je l'ai envoyé, c'est bon. Parfait. J'ai pris la réunion en cours de route. Je ne sais pas si le sujet a été abordé. Pour les transmissions en sortie d'e-maternité, il manque trop souvent un bilan sanguin post-accouchement, d'autant si hémorragie. Je trouve dommage de ne pas avoir accès à la dernière NFS plaquette. Serait-il possible de joindre ce bilan lorsqu'il a été refait pendant le séjour? Alors, je crois que vous le faites à Saint-Roch, c'est ce que tu as dit, Mélanie. Oui, alors nous, on est censé le faire. Après, je ne peux pas assurer. On met dans la lettre de liaison l'hémoglobine de la NUM qui a été faite pendant le séjour. Après, est-ce que la patiente, le résultat est imprimé systématiquement? Je ne peux pas l'assurer hein, parce que c'est un peu sage-femme dépendant. Cela étant dit, c'est pertinent, donc ça vaudrait le coup de le faire. Et puis ça reste un examen de la patiente de toute façon. Donc je prends note de cette remarque. Très bien. OK. Bon, après, je pense que toutes les maternités ne font pas se livrer à destination des sages-femmes libérales du secteur de ville et c'est bien dommage. On espère que ça va semer des petits bouts des petits cailloux pour faire un beau chemin. Voilà. Alors, le livret en dématérialisé, moi, vous êtes anonyme, donc je n'ai pas votre mail. Sachez qu'il est sur le site, si c'est le livret RPO, il est sur le site du réseau, comme je l'ai montré à la fin. L'ARS semble demander de proposer un projet de naissance aux patients. Faut-il en créer un ou laisser les patients décider? Alors, moi, je peux répondre dans la mesure où c'est vrai que c'est pas que l'ARS, hein, c'est dans le cadre de la certification des établissements.
il est demandé normalement, c'est dans la certification, un élément, un critère standard, c'est demandé, proposez-vous à la patiente de rédiger son projet de naissance. La SRA, la structure régionale d'appui avec qui on travaille, nous dit que ce critère standard pourra devenir dans les années futures un critère impératif. Après, c'est vous proposez, la patiente s'en empare ou pas. Parce que dans l'enquête nationale périnatale, on a vu qu'il y a des femmes qui n'estiment pas en avoir besoin. Vous proposez, voilà. Mais l'important pour les établissements, à ce jour, c'est de tracer comme quoi ils ont proposé. Mélanie nous a montré un document sur un projet de naissance. À Saint-Roch, vous vous êtes emparé du sujet, vous avez créé vos documents. Sachez que le Collège des sages-femmes le CNGOF, je dis des bêtises, mais je pense que le collège y était aussi, a proposé un document et le réseau va retravailler dessus parce que je crois qu'il n'est pas facilement remplissage. Hein, je dis pas de bêtises. Donc, on va retravailler dessus avec notre groupe, notre copil parcours. Je tiens à vous dire aussi que si vous voulez faire partie du copil parcours, vous pouvez toujours nous envoyer un mail et on vous accueillera avec plaisir. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Ben non, moi je veux juste dire que effectivement, au-delà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, j'ai dit une phrase là-dessus, au-delà du besoin de collaboration avec la ville pour améliorer la qualité des soins, voilà, des patientes, effectivement, au-delà de ça, il y a les certifications. Le patient au cœur de son projet médical, la traçabilité, les informations, etc., quoi. Donc effectivement, sur le projet de naissance, c'est un site également à le lancer. Voilà, il y a ces deux aspects-là, quoi. Bon, et Muriel Bolano confirme les propos de Mélanie. Tu travailles aussi avec les sages-femmes de PMI, même si effectivement tu les avais peut-être pas citées dans ton PowerPoint. Je crois Désolée, qu'on je m'explique. n'a plus de réponses, enfin plus de demandes. Ah, Katia veut intervenir. Juste une réflexion sur l'intervention de Laetitia et la temporalité de la patiente, où on a vu le temps qu'elle a mis, en fait, etc. Et je fais un parallèle avec l'intervention de Françoise et le temps, en fait, de développer des outils. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me vient de cet ordre-là. Et que nous, les soignants, on est très action-réaction des fois et qu'on voit que, ben non, il faut aussi subir ce temps-là et pas se lasser et être patient. Et voilà. Et je crois que quand on travaille sur, ça fait du bien. Je reviens de travailler sur les outils, d'être dans le partage, de voir tout le travail et du coup, ça aide à être patient, j'ai envie de dire ça. Voilà. Et donc, pour le projet de naissance, bon, moi, j'ai lu, hein, ouais, je pense qu'il faut bosser dessus, clairement. Et j'invite les sages-femmes de salle d'accouchement à venir y travailler parce que la salle, elle bouge beaucoup aussi, pour le coup, là, vite. Et du coup, les professionnels de terrain, c'est précieux. Voilà. Merci. Ben, c'est une grosse thématique, hein, le projet de naissance, parce on va travailler sur rendre plus facile la rédaction du projet de naissance du CNGOF, mais aussi on a un groupe de travail où on a fait des retextes de projets de naissance difficiles, c'était projet de naissance, refus de soins, enfin, c'était un peu. Et du coup, on a un autre groupe sur l'écriture d'un référentiel refus de soins, où on se dit peut-être qu'il s'appellera plus refus de soins, mais euh, comment on dit, faire adhérer les patients à l'alliance thérapeutique plutôt que le refus, parce qu'on évolue. Hein. Le référentiel, il datait de 2009, il était de Matermip. Depuis 2009, on a évolué. Maintenant, on recherche peut-être plus l'alliance thérapeutique des patients. Voilà. Donc, tout ça, au réseau, on y travaille et on a besoin de vous. Si vous voulez travailler avec nous, c'est avec grand plaisir. Permettre sur les projets de naissance un peu qu'on dit difficile quand il y a du refus de soins, ben, je crois que c'est le même parcours que pour l'accompagnement des grossesses des patientes vulnérables. C'est du temps, c'est de la communication, c'est de l'explication,
voilà, moi, je pense qu'on est complètement dans le même sujet que le sujet qu'on a traité aujourd'hui. Malheureusement, c'est vrai qu'on voit la difficulté des établissements parce qu'on nous demande plus d'humanité, de proximité, mais on sait que les établissements sont en difficulté en moyens humains et voilà. Peut-être que dans nos collaborations, on peut améliorer aussi par le lien, la confiance et la collaboration. euh, on peut amener les patients aussi voilà, à comprendre que leurs demandes, peut-être elles doivent être retravaillées et revisitées, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui arrivent à revisiter. Merci beaucoup. Il est 14 heures, on a tenu le timing. Ce sera en replay sur la chaîne YouTube du RPO. Je remercie grandement nos intervenantes pour leur intervention de qualité et je vous dis au prochain webinaire qui sera le 12 octobre pour une reprise de situation et le 19 octobre pour concilier allaitement maternel et reprise du travail. Bonne journée. N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction.